Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire sur l'apport de trésorerie sous 5 semaines avec le préfinancement du CIR C2I. Ce webinaire est présenté par EFI Group et Neftis avec une intervention de la part de Monsieur Milin de la société Vectory. Je vais vous présenter nos intervenants très rapidement et je vais vous expliquer également le mode de fonctionnement de ce webinaire pour ceux qui ne seraient pas familiers. Donc, en remplacement de Joël Fabiani, ce sera Philippe Makowski, qui est Product Manager chez EFI Group, Nicolas Huguet, qui est gestionnaire des opérations chez Neftis, et Monsieur Milin, directeur administratif et financier de chez Vectory. Pour ma part, je suis François Jaouen, je suis Marketing Manager chez EFI Group, et j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la plateforme, vous avez dans la console deux onglets, un onglet chat pour réagir, discuter entre participants ou pour alerter les organisateurs, mais également un onglet questions. Si vous avez des questions particulières, ça nous permet à nous de les lister et d'y répondre précisément et de pouvoir tracer la réponse à ces questions. Donc n'hésitez pas à bien utiliser la console. Le chat sera également animé par ailleurs. Vous êtes actuellement 7, on attend encore un petit peu de personnes, donc on va commencer dans quelques instants pour laisser aux derniers retardataires le temps de se connecter. Si vous avez déjà des questions ou des thèmes que vous souhaitez aborder directement, n'hésitez pas à commencer à réagir dans le chat ou sur l'onglet questions. Et puis on va démarrer tout simplement. Avec le CIR, le C2I, un outil de financement. On connaît largement le CIR, le C2I. Si jamais vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, n'hésitez pas. Philippe va pouvoir vous présenter les outils de financement qui existent pour les entreprises innovantes. Philippe, à toi la parole. Merci François, bonjour à tous. Alors en effet, je pense que si vous êtes ici, c'est pas par hasard et que le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation sont des choses que vous connaissez et que vous pratiquez probablement déjà depuis cette année, voire depuis plus longtemps. Donc quelques mots néanmoins sur le CIR pour rappeler quelques éléments de contexte. C'est un dispositif donc fiscal très important en France, hein, ça représente à peu près 6,5 milliards d'euros par an pour le budget de l'État, et c'est un dispositif qui permet de soutenir l'investissement dans la R&D. Et notamment, il permet de couvrir un certain aléa et des incertitudes techniques liées forcément aux opérations de recherche et développement. C'est un dispositif, depuis sa réforme de 2008, qui est donc très généreux et qui permet de récupérer 30% des montants engagés au titre de la R&D jusqu'à une première tranche de 100 millions d'euros. Je vous souhaite à tous, bien entendu, de connaître et d'avoir la possibilité de découvrir la joie de déclarer potentiellement la tranche au-dessus, qui est de 5% des dépenses, donc au-delà de 100 millions d'euros. On est sur un dispositif fiscal déclaratif annuel, où on peut rentrer-sortir de la déclaration en fonction de la réalité des opérations de R&D. Donc, une année vous faites de la R&D, vous pouvez déclarer du CIR. L'année d'après, si les opérations sont un peu plus fluctuantes ou moins éligibles, et vous pouvez ne pas en déclarer, ça ne vous empêche pas d'en déclarer les années suivantes. Sur le principe, tout ça, ça me semble très simple, hein, d'autant plus que donc c'est un crédit d'impôt. On n'est pas sur une déduction d'impôt, donc et qui dit crédit d'impôt dit soit ça une créance vis-à-vis de l'administration, avec donc un mode d'obtention, donc une déduction directe de cette créance de l'impôt sur les sociétés. Et si l'impôt n'est pas suffisant, elle n'est pas perdue, cette créance. Vous pouvez bénéficier d'un remboursement par l'administration sous certaines conditions, notamment dès lors que vous bénéficiez du statut de PME au sens communautaire. Et si c'est pas le cas, notamment pour les sociétés qui font partie de groupes ou qui répondent plus aux critères de la PME, il est toujours possible d'imputer cette créance sur les autres exercices futurs ou de bénéficier d'un remboursement sous 3 ans. Voilà pour ces conditions. Donc, sur le papier, encore une fois, ça paraît très simple d'utilisation, hein, un dispositif, somme toute, vous faites le calcul, vous faites de la R&D, vous faites le calcul, vous imputez sur l'IS s'il est suffisant, et
si l'IS n'est pas suffisant, vous pouvez bénéficier d'une créance. Donc, néanmoins, cette demande de remboursement, et c'est là où les choses peuvent se compliquer un petit peu, en fait, le cas le plus simple et le plus favorable, c'est bien sûr quand vous pouvez imputer cette créance sur votre IS. Dès lors que vous devez demander un remboursement, ça peut un petit peu se compliquer. Le régime normal indique que donc cette créance est reportable sur 3 exercices, mais ce que je disais tout à l'heure, il y a une restitution potentielle immédiate. Alors, on va mettre des guillemets au terme d'immédiateté, vous le verrez par la suite quand Nicolas vous en parlera un peu plus tard. C'est pas si simple que ça, malheureusement. Ce serait dans le meilleur des mondes, ce serait plus simple, mais ça ne l'est pas. Donc ça, c'est la première option. Si l'IS est insuffisant et que vous ne pouvez pas imputer la totalité de votre CIR. Vous pouvez donc demander son remboursement, attendre bien sûr les 3 années sur laquelle vous souhaitez imputer vous pouvez imputer votre CIR et éventuellement demander son remboursement à ce moment-là. Ou alors, la deuxième option, et c'est l'option qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être de céder en fait cette créance à un organisme de crédit ou à un organisme de titrisation. Donc là, ça c'est une faculté qui est possible depuis 2013 et notamment qui est, ça je pense que Nicolas reviendra dessus, à l'origine de Neftis 1. Un dernier point sur le CIR avant de parler et de rentrer dans le détail de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour vous indiquer à tous, c'est une revue d'actualité, c'est que dorénavant et aujourd'hui, on reviendra un peu plus tard sur notamment au cours de la mission et du process Neftis, il est demandé de plus en plus de matérialité et d'éléments au moment de cette demande de remboursement. Il faut s'attendre à ce que l'administration fiscale, bien souvent, pose la question de très bien, vous voulez de l'argent, mais dites-moi pourquoi et dans quel cas. Et dans ces cas-là, il va falloir abonder un dossier, le fournir, l'abonder de matérialité, de suivi temps, de divers éléments, notamment sur la sous-traitance, etc., si vous en avez. Voilà. Ce sont des choses qui sont de plus en plus automatiques comme demande et qui prennent de plus en plus d'importance. C'est tout à fait vrai, merci Philippe. Et c'est vrai que ça va dans un sens où il est nécessaire, du point de vue de l'administration, d'avoir les éléments de justification. L'administration cherche aussi à être rassurée sur le bien fondé et la réalité et le bon dimensionnement de ses créances. Et c'est important d'en parler aujourd'hui parce que du point de vue de la cession de créances et de l'organisme financeur, les mêmes préoccupations sont au cœur des débats. Et donc on le verra un petit peu plus tard, mais il y a tout un process de vérification. Je passe la parole à Nicolas qui va nous expliquer un petit peu le parcours du combattant, peut-être c'est un petit peu fort, mais ça porte bien son nom sur comment toucher et percevoir le remboursement du CIR. C'est un terme un peu fort, et pour autant, c'est réellement à ça que ça s'apparente à partir du moment où on va déclarer un montant de CIR relativement conséquent. Comme tout le crédit d'impôt et tous les impôts, vous le déclarez ça au moment du dépôt de l'alias fiscal et votre service des impôts va enregistrer cette déclaration. Il va l'examiner, éventuellement poser un certain nombre de questions auquel Philippe a déjà fait référence. Et une fois qu'il a donné son accord, il transmet l'instruction de signature au pôle de contrôle et expertise. Sauf que ça pourrait s'arrêter là, et ça s'arrête là généralement pour les CIR inférieurs à 50 000 euros. Dans la plupart des cas, en réalité, le pôle de contrôle et expertise va transmettre le dossier à la direction de la division des juridiques et contentieux qui va refaire une passe de vérification sur le dossier parce que ça représente pour eux des enjeux financiers importants. Et seulement après l'accord de la direction, alors le remboursement anticipé peut être passé en comptabilité et versé aux entreprises. S'ajoutant à ça, des interlocuteurs parfois absents, un certain nombre de demandes d'informations à chaque étape, puisque chaque organe de contrôle va reposer X questions et demander X détails qui n'avaient pas forcément été demandés avant. S'ajoutant à ça aussi, un certain nombre de courriers qui peuvent s'égarer pour X raisons. Et depuis 18 mois maintenant, enfin pas tout à fait 18 mois, mais presque, un télétravail qui s'est développé
sans forcément la mise à disposition des moyens techniques suffisants, on se retrouve avec des demandes de remboursement qui sont introduites au moment de la déclaration de l'alias fiscal et qui ne sont payées que plusieurs mois après. Ce qui, d'un point de vue purement fonctionnement de l'entreprise, peut s'avérer assez pénalisant. Merci, ouais. Et donc, ce qu'on pourra regarder, c'est au niveau de Neftis, quelle est l'expérience du délai de paiement par l'administration sur ce parcours, justement. Et on va présenter ça juste après, si j'arrive à faire passer la slide, ce qui serait une bonne idée quand même. On va pas se mentir. Alors, on va prendre comme, pour parler de ce délai de remboursement, on va prendre comme référence notre échantillon de notre entreprise financée et on va regarder le millésime de CIR 2018, qui est vraiment de notre point de vue, en tout cas, une année de référence. Pour vous donner une idée, donc on finance en moyenne 200 créances de CIR de PME par an pour des CIR qui sont supérieurs à 90 000 euros. Donc, si on fait référence au schéma qu'on a vu tout à l'heure, c'est systématiquement des crédits d'impôt qui vont faire l'objet de la totalité, on va dire, du parcours d'examen. Sur les 3 dernières années, notre délai médian de remboursement constaté était de l'ordre de 8 mois à compter de la déclaration de CIR. Et si on regarde donc notre année de référence 2018, pour atteindre le seuil de 50% des crédits d'impôt déclarés effectivement remboursés, il a fallu attendre décembre 2019, soit le mois de décembre de l'année de déclaration, puisque donc le CIR 2018, vous l'avez généralement déclaré courant 2019. Et pour atteindre un seuil le seuil quasiment maximal, qui est aujourd'hui de peu plus de 90% des crédits d'impôt remboursés, nous n'avons atteint ce seuil-là qu'en juin 2020. Ce qui, malgré tout, témoigne d'une durée de remboursement assez longue. Alors face à ça, vous avez tous en tête, j'imagine, la crise sanitaire et économique que nous traversons et les mesures que le gouvernement a pu annoncer successivement sur des éventuels remboursements plus rapides de l'ensemble des crédits d'impôt qui étaient dus. On a fait l'exercice de regarder un petit peu ce qui s'était passé vis-à-vis de ça. Alors, donc là, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est finalement le nombre de dossiers qui ont fait l'objet d'un remboursement au fur et à mesure du temps depuis mars 2020. Et mars 2020, donc quelques jours après le tout premier confinement, le gouvernement annonce le remboursement anticipé et très rapide de l'ensemble des crédits d'impôt dus et exigibles dans l'année. Et de fait, on a constaté une très forte accélération des remboursements, notamment d'ailleurs le solde d'un nombre conséquent de crédits d'impôt entre guillemets anciens. Autrement dit, en 2020, on déclarait le crédit d'impôt 2019 et en réalité, on a eu d'abord énormément de remboursements des crédits d'impôt plus anciens, donc 15, 16, 17 et 18. Et puis effectivement, dès le mois d'avril et globalement jusqu'à l'été, un rythme de remboursement assez soutenu des crédits d'impôt recherche 2019 qui ont donc pu être déclarés à ce moment-là. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que après l'été, le rythme des remboursements est revenu finalement au rythme assez classique de ce qu'on constatait les années précédentes, et que pour l'instant, les annonces de paiement entre guillemets anticipées qui ont été faites aussi pour le CIR 2020 déclaré là en ce début d'année n'ont pour l'instant pas ou que très peu été suivies d'effet, puisqu'on a constaté de l'ordre de 5 dossiers de CIR 2020 aujourd'hui remboursés. C'est là un petit peu effectivement où on voit la relativité du terme remboursement immédiat. Et même pour les PME qui sont éligibles à ce remboursement immédiat ou relativement rapide, en tout cas, il y a quand même un certain décalage entre la déclaration et la perception effective du crédit d'impôt. On va rentrer un petit peu dans l'intérêt du dispositif du préficir. Voilà, peut-être une dernière comparaison entre 2018, 2019 et 2020. Parce que malgré tout, on ne peut pas nier que les annonces qui ont eu lieu début 2020 et liées à la crise du Covid ont eu un impact réel sur l'accélération des remboursements, puisqu'on avait atteint à mi-octobre dernier le seuil de 70% de crédit d'impôt remboursé, ce qui était beaucoup plus que
l'année d'avant sur le CIR 2018. Pour autant, la promesse initiale de quelques jours, puisque c'était réellement la promesse initiale du gouvernement et de Bercy, clairement, elle n'a pas pu être tenue par les services d'impôt. Alors ça s'explique assez facilement, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'était dans vos entreprises respectives lors du tout premier confinement, mais il y a quand même eu une certaine désorganisation des services des impôts, un certain nombre de personnes en arrêt maladie ou garde familiale pour cause de confinement tous ensemble. Donc ça a malgré tout nettement ralenti le traitement initial. Et puis depuis, je le disais tout à l'heure, notamment le développement du télétravail au niveau des services de l'État qui n'est pas accompagné des moyens techniques leur permettant d'accomplir leur mission, en tout cas de manière semble-t-il efficace. Et puis encore une fois, cette année, un message réitéré de remboursement rapide et de traitement rapide des dossiers, des demandes de remboursement, qui pour le coup n'a pas été constaté, et même finalement un retour entre guillemets à la normale des temps de traitement de dossiers depuis l'été dernier. Alors, c'est un des paradoxes du crédit d'impôt recherche français, qui est un système extrêmement généreux et attractif, qui est, je pense, qu'il l'a été, en tout cas, et qui est envié par un certain nombre de nos voisins, hein, et largement copié. Si j'en crois les tout derniers à être entrés dans le dispositif, étant typiquement dans ce type de dispositif, étant l'Allemagne, hein, qui avait freiné des cas de fer pendant très longtemps sur ce type d'aide, a introduit un crédit d'impôt recherche ou un équivalent très proche cette année. Donc c'est un outil qui est extrêmement puissant en termes de compétitivité d'un certain côté, puisque ça permet de tout simplement réduire le coût de la recherche, puisque 1 euro investi sur le papier donne droit accès à 30 centimes, donc 30% de crédit d'impôt. Donc sur le papier, c'est un outil qui est très puissant. Maintenant, la difficulté, et d'un certain côté, c'est un petit peu un des reproches qu'on pourrait dire, en tout cas un trou dans la raquette du dispositif, c'est son délai. Aujourd'hui, quand on parle aux entreprises, on parle on entend surtout les mots de trésorerie tendue, de gestion de cash flow, etc. Et certes, se dire que l'argent investi aujourd'hui, alors servira d'une part au développement de R&D de demain et d'après-demain, donc ça c'est très positif, et d'une part sera couvert en tout cas par l'administration sous la forme d'une sorte de prime à la prise de risque, hein. L'administration, ou en tout cas l'État, dit investissez massivement en R&D, puisque ce que vous investissez aujourd'hui, ce sont les emplois de demain et la croissance de demain. Donc sur le papier, tout ça, ça fonctionne très bien, mais il reste qu'il faut quand même investir l'argent aujourd'hui, avec la promesse de peut-être un jour avoir l'argent qui revient dans la trésorerie. Alors, encore une fois, ça marche très bien pour une société qui paye de l'impôt, qui paye beaucoup d'impôts, donc elle va pouvoir l'imputer et elle va voir les effets tout de suite de ce crédit d'impôt recherche. Mais pour toutes les autres sociétés, les PME, les sociétés en forte croissance, les startups, en fait, on se retrouve face à une véritable problématique où même il y a un certain nombre de TI qui ne payent pas d'impôts pour diverses raisons. Et on se retrouve avec cet outil incomplet, avec des remboursements qui peuvent s'avérer, comme le disait Nicolas, très longs, hein, puisqu'en moyenne, on s'aperçoit qu'on constate les remboursements 9 mois après pour un remboursement dit immédiat, et ça peut traîner jusqu'à 4 ans pour une ETI qui n'est pas soumise à l'impôt. Donc on se retrouve avec un outil qui est d'un certain côté un petit peu incomplet, et c'est là qu'intervient C'est un Neftis. peu la raison d'être de Neftis, hein, finalement, c'est améliorer la trésorerie des PME et des ETI françaises à haute intensité technologique, bien sûr, en transformant ce CIR et ce crédit d'impôt innovation qui va avec en un véritable outil de financement et de financement de votre recherche. Merci messieurs. Monsieur Milin, quelle est votre perception du CIR d'une part et du système de préfinancement par Neftis du point de vue de la gestion dans votre société? Si vous pouvez représenter un petit peu l'activité globale et comment vous abordez la R&D et le système du CIR et le préfinancement.
Ouais. Moi je suis directeur financier part-time, donc je suis directeur financier de pas mal de sociétés, mais surtout de Vectory ces temps-ci, depuis janvier 2020. Pour ce qui est globalement du CIR, c'est un sujet que je connais plutôt très bien depuis pas mal de temps et que je pratique beaucoup parce que je travaille quasiment que avec des sociétés qui font de la recherche et du développement. À ce titre, je dirais qu'il y a juste, enfin, ce que vous avez remonté est plus que juste. Et je vais vous donner l'exemple de Vectory. Vous avez pointé exactement la vie de Vectory, je crois. Le point qui est clé, c'est que on investit beaucoup en recherche et développement, on dépense beaucoup d'argent, et en effet, les remboursements arrivent très très tard. Donc, si je paye mes salariés en janvier 2021, c'est du cash que je sors en fin janvier 2021, d'accord? J'ai payé quelques charges en plus, et de ces salaires, j'obtiendrai potentiellement un remboursement dans, si vous faites le tour du cadran et vous rajoutez 9 mois, dans une petite vingtaine de mois. Okay, donc j'ai un gap quasiment de 2 ans, j'exagère un petit peu, mais au moins d'1 an et demi. Donc entre le moment où j'ai sorti le cash et le moment où une partie me sera remboursée. Et c'est pas neutre, en particulier dans ces périodes un petit peu difficiles, et malgré en effet un certain nombre de discours sur des remboursements plus ou moins express que j'ai pas tellement vu à titre perso. Comment on a rencontré Neftis, nous, chez Vectory? Moi, je suis entré en janvier 2020 dans une société qui attendait le remboursement de son CIR 2018. Janvier 2020, je me dis, tiens, c'est la première fois que je vois ça. Février 2018, 2020, pardon, mars 2020, toujours rien. Et donc, j'appelle mon banquier, je lui dis, là, on a toujours eu du CIR, on dépense, enfin, on est plutôt autour d'un CIR autour des 500 000 euros, hein, je ne dévoile pas de secret particulier. On fait beaucoup de recherche et développement dans l'entreprise. Vectory, juste pour expliquer ce que c'est une société qui développe des solutions Drive to Store, donc qui analyse de la donnée pour ensuite amener les gens en magasin. Et après, vous comprendrez aussi pourquoi Neftis peut être aussi utile dans des temps un petit peu difficiles. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où notre CIR n'était pas payé. Pourquoi? C'est la faute à pas de chance, on va vous répondre. Vous avez changé de siège social, vous êtes passé d'un arrondissement à un autre arrondissement parisien. C'est pas le même centre des impôts. On peut pas, c'est plus les mêmes personnes qui traitent votre dossier. Et là, votre dossier, il passe d'un service à l'autre, voire il retourne même dans le précédent. Allez savoir pourquoi. Et ça prend des semaines. Donc, j'appelle ma banque pour en discuter avec elle, une de mes banques, qui me répond. Nous, on a fait, on fait plus, on finance plus le CIR, voilà, on n'aime pas trop faire ça, mais il y a des solutions. Moi, j'avais déjà entendu parler de Neftis pour un autre dossier, et je dis au banquier, vous connaissez Neftis, etc. Il me dit, bah oui, allez voir ces gens-là, ils sont très bien. Donc, je savais qu'ils étaient pas mal. Je ne fais pas de la pub pour eux, c'est du vrai de chez vrai, hein. Je savais qu'ils étaient pas trop mal, mais je les avais testés qu'une fois sur un petit dossier, et là on était quand même sur des choses un peu plus lourdes. Et donc voilà, et on a pris contact. Le dossier était quasiment prêt, on était très 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 avancé pour le CIR 2018, tout était bouclé, hein. Donc c'est vrai que la phase d'audit, etc., c'est plutôt très bien passé. Et on a eu notre remboursement sur le mois d'avril, ou fin avril, quelque chose comme ça. Et pour la petite histoire, je crois qu'on a eu notre remboursement et que notre CIR nous a été remboursé la semaine d'après. Le truc, évidemment, hein, il fallait bien que ça arrive. Ça a été remboursé, mais je crois 10 jours après, mais un truc incroyable. Bon. Fort de ça, si vous voulez, en tant que directeur financier et compte tenu de la responsabilité que j'avais en particulier sur les sujets de trésorerie en 2020 dans une société qui fait du drive to store où, comme vous avez pu comprendre, les stores étaient un peu fermés, les restaurants qui sont aussi nos clients étaient un peu fermés. On avait quand même quelques sujets de trésorerie. En tout cas, il n'était pas question de claquer du pognon et pas de s'assurer qu'on pourrait avoir un retour rapide. Surtout que Vectory a décidé à juste titre de rester très 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 innovant pendant cette période et de ne pas arrêter ses efforts de R&D. Donc on a été très 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 pointu et
focaliser R&D pendant cette période, puisque le commerce était un peu plus difficile, comme vous imaginez. Et donc, on a développé de nouvelles offres, etc. Et donc, tout ce travail de R&D, c'était une vingtaine de personnes. Enfin, je veux dire, il y a quand même du monde chez nous hein, là-dessus. Et c'était des sous. Et donc, fort du résultat franchement qu'on avait eu avec Neftis, et puis surtout Neftis avait pu aussi constater que ce qu'on avait raconté, ça avait donné lieu à un remboursement aussi immédiat, enfin quasi immédiat à ce moment-là, après beaucoup de retard. Donc, ils voyaient bien qu'on était aussi assez sérieux sur le montage et sur le travail qui était fait. Voilà, moi j'ai dit, on préfinance tout de suite le CIR 2019. Et donc, on a très très vite après initié le préfinancement de notre CIR 2019. Très bon process, ça a été remboursé, tout s'est bien passé. Et on a décidé, exactement dans la même logique, cette fois-ci, compte tenu de la situation de crise, de préfinancer aussi notre CIR 2020 pendant l'exercice 2020. Et ça, c'est un truc très particulier qu'il faut préciser, c'est que quand on travaille avec des gens comme Neftis, on ne préfinance pas forcément le CIR qui est clos, mais on peut aussi, mais je pense qu'il faut montrer un peu patte blanche, hein, et les process d'audit sont sérieux et il ne faut pas leur raconter n'importe quoi, mais on a été capable de préfinancer notre CIR 2020 pendant l'exercice 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon CIR 2020 a été préfinancé en totalité courant décembre ou janvier, je ne sais plus, et il me sera remboursé, si tout va bien, dans pas longtemps. Non, mais c'est très important parce que quand on est dans une situation telle que tout le monde a été là, mine de rien, se retrouver avec 500 000 € de crédit d'impôt recherche potentiel, 500 000 €, c'est pas neutre à récupérer sur son compte bancaire, même si c'est qu'une partie à récupérer sur son compte bancaire, comparé à 18 mois d'attente potentiel. Voilà, j'ai résumé. Ouais. Merci beaucoup, c'était très clair et très enrichissant. Effectivement, on va y venir un petit peu plus tard dans la conférence sur le préfinancement de l'exercice clos, le préfinancement en cours. Il y aura des petits exemples que Nicolas vous présentera. On a une première question que je vais vous lire, une question sur un dossier de remboursement immédiat du tir sur le motif PME au sens communautaire. Et il est question d'expliquer les conditions et plus particulièrement le CA consolidé des investisseurs institutionnels. Donc, effectivement, le CIR est restituable immédiatement sur le critère PME au sens communautaire. Une PME au sens communautaire, c'est une entreprise qui a moins de 250 salariés et qui a moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 43 millions d'euros au bilan. Ensuite, les notions d'investissement et de détention, ça va compter dans la détermination du statut PME, dans le sens où si c'est une PME qui est détenue à 100% par une entreprise qui n'est pas PME, elle ne sera évidemment pas PME. Après, les conditions à ce niveau-là sont assez complexes selon les différents niveaux de participation. En dessous de 25% de participation dans un sens ou dans l'autre, on ne prend pas en compte les autres entités. Entre 25 et 50%, on prend au prorata, et à plus de 50%, on prend la totalité de tout. Donc après, s'il y a besoin d'avoir plus d'éclaircissements, il nous faudra les données exactes. Mais j'espère que j'ai été clair sur cet aspect-là. Oui, juste un petit point par rapport notamment à la notion de liaison et dès lors qu'une PME peut être liée ou partenaire, etc., ne rentre pas dans le calcul de ces 25%, notamment les investisseurs institutionnels, donc y compris les fonds de développement régionaux. Donc là, c'est sûr que là, on répond un petit peu grosse maille à la question, mais si on avait des données, on pourrait en discuter un petit peu plus de façon un peu plus approfondie avec des données pour vous dire exactement dans quel cas vous vous situez, si vous avez bien droit au statut de PME sens communautaire qui parfois peut être un peu délicat à appréhender. Ok, en tout cas, on reste à votre écoute dans le chat ou dans les questions si besoin. Je vais transmettre la parole maintenant à Nicolas qui va nous présenter vraiment en détail, plus en détail en tout cas, le dispositif du préficir par Neftis. Tout à fait. Je vais commencer peut-être rapidement par qui on est Neftis. Donc nous, on est la première plateforme de financement des entreprises innovantes. Et à date, on a accompagné plus de 1100, bientôt 1150 opérations pour plus de 570 millions d'euros
crédit d'impôt financés. Finalement, notre vocation, c'est d'aider les créateurs et les dirigeants d'entreprise à sécuriser et accélérer leurs investissements de recherche. On fait ça donc avec le préficir qui permet de bénéficier d'une avance de trésorerie immédiate sur le crédit d'impôt recherche afin de finalement de financer, de combler le décalage temporel entre le moment où on engage les dépenses de recherche et où on peut effectivement bénéficier de son crédit d'impôt. Alors, pour faire ça, donc le préficir finalement, c'est un dispositif entre guillemets assez simple avec quelques conditions d'accès assez limpide, en tout cas j'espère. La première chose, c'est que on est obligé d'avoir un plancher d'entrée, on va dire, qui est fixé au seuil de 100 000 € de crédit d'impôt recherche et innovation déclaré par an. On va financer des entreprises qui sont bien sûr non redevables de l'IS, puisque sans quoi le crédit d'impôt est imputé, et puis qui sont dites in bonis, c'est-à-dire qui ne sont pas en procédure collective au moment de la mise en place du financement. On n'a pas de critères financiers d'octroi, au sens capitaux propres, bilan, etc. La seule chose que l'on vérifie, c'est que l'entreprise est en mesure de garantir la continuité d'exploitation jusqu'à la déclaration du crédit d'impôt recherche. Autrement dit, on s'assure que votre trésorerie prévisionnelle jusqu'au dépôt de l'alias fiscale est positive, tout simplement. Et puis, on va quand même s'assurer que au moins 80% de votre crédit d'impôt recherche et innovation sera validé par nos experts au cours de l'audit. Sur cette base de crédit d'impôt validé par nos experts, dont FI Group fait partie, nous, on financera 92,5% de cette assiette de crédit d'impôt sécurisé. 5% restants sont des retenues individuelles qui sont restituées au moment du remboursement du CIR par le Trésor public, et 2,5% qui est une retenue collective qui sera restituée à la liquidation du fonds qui va financer les créances de CIR. Et puis bien sûr, s'il y a une quote-part du CIR qui est considérée comme non sécurisée au cours de l'audit, nous on la finance pas parce qu'on n'a pas vocation à prendre ce risque fiscal pour vous. Pour autant, si le montant est remboursé par le Trésor public, on vous le restitue immédiatement, de manière à ne pas non plus vous pénaliser dans le temps. En termes de processus, alors nous, Neftis, on est une fintech, donc tout va se faire en ligne sur notre site neftis.fr. Je pense que Xavier pourra témoigner de l'efficacité recherchée de ce processus, avec un dossier en ligne à compléter. Donc ça commence par une simulation. La simulation finalement vous permet de voir et de visualiser les différents flux de trésorerie prévisionnels et puis une enveloppe approximée des coûts associés. Donc ensuite un dossier en ligne en 3 parties avec l'historique de l'entreprise vis-à-vis du crédit d'impôt recherche et son activité de recherche en général, des informations un peu plus classiques de connaissance de l'entreprise, répartition du capital, dernière liasse fiscale déposée, des comptes certifiés ou consolidés s'il y a lieu, et puis la troisième partie, c'est le tableau de trésorerie prévisionnelle, bien sûr. Une fois que le dossier est complet, on le présente en comité d'investissement. Le comité se réunit tous les jeudis pour examiner les dossiers de la semaine. Et à l'issue du comité, au cours duquel on s'assure de pouvoir obtenir un accord, bien entendu, on mandate un audit, donc par un de nos partenaires référencés. Cet audit est d'ailleurs réalisé via un système de data room qui permet de centraliser les échanges et de garantir la piste d'audit, comme on appelle ça. Et une fois que l'audit est terminé et que l'auditeur délivre son rapport, on établit les contrats de financement, on signe électroniquement et on débloque les fonds assez rapidement, puisque l'ensemble du processus va durer entre 3 et 5 semaines en moyenne, et bien sûr sous réserve de bonne disponibilité et réactivité de toutes les parties. Effectivement, donc on est loin des 9 mois pour le remboursement immédiat. C'est l'objectif. Alors, on va se concentrer peut-être un peu plus sur le processus d'audit, et d'ailleurs, je laisserai plutôt Philippe détailler un petit peu, puisque juste en introduction, ce processus d'audit, il est extrêmement important, puisque finalement, donc, vous l'aurez compris, notre garantie, ce n'est finalement pas la stabilité financière ou la bonne santé financière de l'entreprise, mais c'est bien la créance de CIR que l'on va financer.
Et donc, cet audit a finalement pour vocation de s'assurer que la créance de cire vaut effectivement le montant annoncé par l'entreprise. Alors c'est ça, hein, c'est ce que disait Nicolas, hein. Donc ce process d'audit qui prend plus ou moins de temps, on essaie de le raccourcir au maximum et on viendra par la suite dans les cas où ils peuvent être encore plus courts, notamment quand ce sont des clients qu'on connaît depuis un certain temps. Il est somme toute assez classique, hein. Dès lors que Neftis nous mandate, ou en tout cas qu'on se met d'accord sur un audit, l'audit d'un dossier, on va prendre contact et définir le planning avec vous. Ce planning a pour objectif de définir les quelques jalons et justement de réduire le délai de traitement au maximum pour que vous puissiez bénéficier des fonds débloqués par Neftis le plus rapidement possible. L'idée de cet audit, ça va être de collecter un certain nombre de pièces justificatives. Vous le savez tous certainement, aujourd'hui, l'administration est de plus en plus regardante sur un grand nombre d'éléments. On l'évoquait tout à l'heure, hein, les suivis-temps. Il faut être en capacité de justifier le temps passé sur les projets de R&D de façon assez fine. Mais également, il faut être en capacité de démontrer que dès lors qu'on a fait appel, par exemple, à de la sous-traitance agréée, on est bien de la sous-traitance agréée, mais sur des opérations de R&D, donc avec la récolte d'un certain nombre d'éléments. On va donc commencer à récolter ces éléments, organiser une réunion de travail dans vos locaux, parce que c'est toujours plus agréable, hein, même si ces derniers temps, la période nous a un peu empêché de se voir en vrai. Pourquoi est-ce qu'on aime bien avoir cette réunion et qu'elle est essentielle dans les locaux? Bah, ça nous permet aussi de matérialiser et de prendre le pouls un petit peu de la société, de discuter, de voir comment est-ce que vous interagissez dans votre environnement. Et c'est comme dans le cadre d'un contrôle, on reviendra un petit peu dessus juste après. En fait, l'inspecteur en cas de contrôle, il va venir chez vous. Donc, il va aussi avoir ce sentiment et ça nous permet, nous, de nous mettre un petit peu dans sa peau et de voir quel serait son ressenti. Suite à cette réunion de travail et à l'analyse des documents, on va produire une première version du rapport d'audit qui va indiquer, somme toute, éventuellement, si tous les voyants sont au vert, l'indiquer. Si on a un certain nombre de points d'attention, il nous manque éventuellement tel justificatif, tel diplôme si besoin, ou éventuellement ce serait bien d'obtenir tel élément complémentaire pour matérialiser les travaux. On va vous l'indiquer pour vous donner la possibilité de produire ou de nous fournir ces éléments avant la délivrance du rapport définitif qui sera confié à Neftis avec l'indication des montants entre guillemets qu'on aura considérés comme étant sécurisés dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par Neftis. En fait, le principe un petit peu de cet audit, c'est de simuler un contrôle fiscal par administration. On se met à leur place et on fait un stress test de votre déclaration CIR pour voir si ça passe au regard des attentes de l'administration. Il faut savoir que chez EFI Group, on a entre 200 et 400 contrôles en permanence. Donc, on a une idée plutôt précise de ce que l'administration pose comme question, de ses attentes qui sont évolutives au cours du temps, hein, qui sont plutôt croissantes d'ailleurs ces derniers temps. Donc, en fait, ça, c'est vraiment un contrôle sans conséquence. C'est-à-dire que dans le pire des cas, on vous dit que la déclaration n'est pas solide sur certains points et éventuellement, ce ne sera pas préfinancé, mais il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas de conséquences comme il peut y en avoir sur un contrôle fiscal. Donc, c'est aussi un élément qui est intéressant, c'est d'avoir une étude de vulnérabilité en fait de sa déclaration et les recommandations qui vont avec pour la consolider. Et voilà. Franchement, c'est très très appréciable pour l'avoir vécu. Enfin, je l'ai vécu à plusieurs reprises différentes avec Vectory, parce que c'est vrai qu'on a changé même de prestataire, etc. Et franchement, c'est plutôt agréable. Alors, parfois, vous n'avez pas une super bonne nouvelle quand vous pensez que vous allez avoir tant et qu'on vous dit « Ah ben non, mais en cas de contrôle, vous avez un risque sur tel point, tel point, tel point. » Mais moi, je préfère l'entendre, le savoir et l'anticiper. Et donc, à chaque fois, je trouve que, si je peux me permettre, hein, les échanges sont extrêmement fluides et extrêmement ouverts. On parle des sujets qui fâchent
et ce qui permet de rectifier le tir, de corriger, de ne pas déclarer des choses à risque. Pour 2020, ça a été exactement le cas. Hein. On aurait pu prendre quelques risques pour notre déclaration. Le fait de travailler et avec Neftis et avec FI Group nous a permis de nous dire bon, on va limiter les risques, on va faire ce qu'on nous dit, et bien, et voilà. Et on élève bien discipliné, je pense qu'on a fait un bon dossier. Très financé en plus. En plus, ça a été financé. Et puis, bon, c'est vrai, alors comme disait François, c'est effectivement une sorte de contrôle fiscal. La bienveillance en plus, quand même, ouais. on est vraiment là, comme disait Xavier, pour que cet audit soit aussi constructif pour tout le monde. Il ne s'agit pas de se fâcher à ce moment-là. Non, nous on râle un peu forcément. Quand vous défendez votre point de vue et que vous nous remettez, voilà, forcément c'est de bonne guerre. Mais blague à part, non, l'échange est très constructif, très agréable. Si je peux juste revenir sur les étapes, là pareil, le timing est bien respecté et quand vous parlez d'un délai de 3 semaines à 5 semaines, pour l'avoir vécu plusieurs fois Neftis sur un autre dossier, etc. Ça n'a pas été toujours ces mêmes dates, mais ça n'avait rien à voir avec Neftis en fait. C'est simplement le fait que vous demandez des docs, vous demandez des trucs et que voilà, il faut être prêt. Et quand on n'est pas prêt, ça prend plus de temps à préparer. Mais sinon, franchement, moi, les problèmes de timing éventuels par rapport à ces 3-5 semaines que j'ai pu rencontrer n'étaient pas liés à Neftis, c'était plus lié à de l'organisation interne et des besoins d'information, de sujets sur lesquels on n'était pas carré à 1000%, donc il a fallu se mettre au carré pour que ces délais ensuite soient respectés. Mais sinon, tout ce que vous avez dit, je l'ai vécu, hein, c'est vraiment ça. Souvent ces délais en fait peuvent se rallonger entre l'étape 4 et l'étape 5, c'est-à-dire qu'au moment de l'étape 4, on va délivrer, donc je disais, un pré-rapport qui va pointer peut-être certains manques. C'est là qu'on pleure. Voilà. Et c'est là où parfois il faut un petit peu de temps pour combler ces manques jusqu'à l'étape 5. Ouais. Mais franchement, moi c'est assez impressionnant. Moi, et pour reparler de votre plateforme, franchement, bon je suis parfois un bras cassé moi sur les plateformes, mais elle est agréable, elle est fluide. Il y a des systèmes de relance qui sont bien foutus. Non, franchement, c'est pas mal. Du coup, la transition est toute trouvée. Quels sont les avantages à passer, à travailler avec FI Group et Neftis avec, on va dire, passer par Neftis en étant client FI Group, on a un certain nombre d'avantages, comme notamment tout simplement la connaissance de l'entreprise, la connaissance du client, la connaissance du dossier, le savoir également en amont, au moment où on va démarrer une mission CIR, de savoir que derrière il va y avoir une demande de préfinancement ou de financement de la créance. Ça va mettre en place un calendrier un tout petit peu spécifique dans la récolte des pièces, c'est-à-dire que en fait, on va s'arranger et on va faire en sorte que tous les éléments soient prêts au moment en fait de la demande de la créance, hein, au moment où on va lancer l'audit. Donc, on aura en effet ce temps qui sera beaucoup plus écrasé. Ça introduit une nouvelle possibilité, comme la possibilité d'avoir différents arrêtés dans l'année, sur lesquels justement on va pouvoir établir un calendrier spécifique d'intervention. C'est une certaine maîtrise de votre dossier, puisqu'on a maintenant, on travaille depuis quelques années avec Neftis et on commence à être un petit peu rompu à cet exercice. Donc on sait très bien les attentes en termes de dossiers, de pièces, de justificatifs, etc. qui sont attendus par Neftis. Donc on saura les produire ou en tout cas vous les récolter au bon moment. Et enfin, c'est aussi mettre à profit notre expertise du CIR qui permet d'éviter les mauvaises surprises. D'un certain côté, ce contrôle à blanc bienveillant, on essaie de l'avoir sur tous nos dossiers. Plus ou moins après on va dépendre un petit peu du timing. Mais voilà, ça sont les différents avantages
qu'il y a de passer par cette audits en étant client FI Group. Et je pense que là-dessus, c'est surtout en termes calendaire, en termes de définition des jalons de la mission où on est beaucoup plus fluide. Il y a quand même aussi également le fait que, évidemment, le consultant en charge du dossier CIR va accompagner le client, va accompagner la démarche de préfinancement. Et on il y a quand perdu. même chez FI un auditeur interne différent du consultant qui va auditer le dossier. Donc il y a aussi ce regard extérieur, cette vision neuve qui va permettre de ne pas être biaisé par des habitudes qui sont prises, des process qui sont fluides, qui roulent bien. Il y aura aussi cette exigence et cette rigueur qui fera que le dossier sera précisément expertisé en lien avec la mission CIR qui est déroulée. Oui, ça c'est vrai que j'ai une nouvelle question qui a été posée. Vas-y, je t'en prie. C'est vrai que c'est un point important que tu soulignes, que j'ai pas indiqué. Bien sûr, cette expertise du dossier, lorsque vous êtes client FI Group, n'est pas réalisée par le consultant en charge du dossier. C'est vraiment une expertise interne qui va être menée par un autre consultant plus expérimenté, ou en tout cas très expérimenté, qui va avoir ce regard et qui va challenger le consultant en interne sur le dossier. Merci. J'ai une question pour Nicolas. Est-ce que les projets de préfinancement sont plafonnés? On a parlé d'un plancher à 100 000 euros. Est-ce qu'on a effectivement, on a un plancher d'intervention qu'on a mentionné tout à l'heure. On n'a pas de plafond formellement d'intervention. Cependant, au-delà de 5 millions d'euros de crédit d'impôt recherche déclarés, on va rentrer dans des modalités un petit peu différentes et qu'on pourra discuter au cas par cas. Donc il n'y a pas de plafond formel, mais le seuil, on va dire, de 5 millions va déclencher une procédure qui pourrait être un peu différente. 5 millions, donc plus de 15 millions de dépenses. Hein. Donc ça fait une belle marge quand même. Voilà. Oui. Très bien. On peut passer aux études de cas, qu'on va avoir des exemples concrets pour vous donner un petit peu une vue plus précise de ce qui se passe dans les dossiers de préfinancement et plusieurs cas qu'on pourra discuter. Voilà, on va commencer par le préfinancement de ce qu'on appelle une créance née, c'est-à-dire une créance de crédit d'impôt qui est déjà déclarée. Donc typiquement aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche 2020. Donc là, dans le cas typique d'une déclaration de crédit d'impôt recherche 2020 qui est déposée ces jours-ci parce que il y a eu un petit peu de retard dans la constitution de l'alias et puis parce que on profite du délai accordé sur le dépôt des liasses par le gouvernement qui a octroyé un peu de délai là-dedans. Donc un crédit d'impôt serait déposé là ce mois-ci pour un montant de 384 000 euros. Historiquement, l'entreprise est remboursée dans le courant du mois d'octobre de l'année où elle déclare un crédit d'impôt. Donc, c'est les paramètres d'entrée. Le financement va se faire en un seul versement, on va dire d'un seul coup, et permettant, sous réserve bien sûr du résultat de l'audit, de verser 355 000 euros à l'entreprise, donc dans les 3 à 5 semaines. Donc là, raisonnablement, quelque part courant juillet. Et puis, au mois d'octobre, si tant est que le délai classique de remboursement continue d'être observé, nous allons percevoir les 384 000 euros de crédit d'impôt déclarés par l'entreprise, ce qui nous permettra de restituer dans la foulée la retenue individuelle donc de 5% dès le paiement du CIR par le Trésor public. Donc ça, c'est le cas pour un CIR déjà déclaré ou en tout cas quasi déclaré. C'est ce qu'on appelle un CIR né. Maintenant, pour un CIR en germe, la situation peut se présenter un petit peu différemment, puisque, et on l'avait évoqué un petit peu tout à l'heure, sur le CIR en germe, nous, on va financer, on dit plusieurs fois dans l'année, et surtout, on ne va financer que des dépenses de recherche qui sont déjà constatées. Typiquement,
pour cette même entreprise qui va rester sur une activité de recherche et développement relativement stable entre 2020 et 2021. Donc un CIR qui est estimé pour l'année 2021 à 384 000 euros lui aussi, et remboursé en octobre de l'année de déclaration. Donc là, c'est un remboursement qui est estimé pour octobre 2022. On va être capable, par exemple, de financer en 3 étapes. Une première, dès maintenant, estimée aux alentours de 178 180 000 euros, qui vont concerner finalement les dépenses engagées entre le 1er janvier et puis la fin du mois de mai ou la fin du mois de juin. Ensuite, une deuxième tranche de financement à percevoir raisonnablement, par exemple courant octobre, sur les dépenses de recherche engagées durant l'été. Et puis un solde des dépenses de recherche sur l'année entière qui sera disponible et versé à partir de janvier prochain, donc de janvier 2022, sur je dirais le reliquat de dépenses de recherche engagées globalement au cours du dernier trimestre de l'année. Donc ça, c'est une situation assez typique que l'on peut croiser et d'ailleurs qui pourrait, moyennant variation des montants, être celle à peu près de Vectory aujourd'hui, si je ne me trompe. C'est ça, c'est ça. Et puis, donc, au moment du remboursement en octobre prochain, en octobre 2022, encore une fois, la restitution de la retenue individuelle. Ce qu'on peut noter et ce qu'on peut constater sur les deux graphiques, c'est un élément important, c'est que l'ensemble des frais liés au financement sera précompté et prélevé au moment de la mise en place du financement. Il inclut les frais d'audit éventuellement facturés par l'auditeur, ce qui signifie en d'autres termes que le montant perçu est net pour l'entreprise. Et qu'il n'y a pas de facture à régler par la suite. Si je peux rajouter un truc là-dessus, c'est très transparent. C'est-à-dire que les frais d'audit, on les connaît, les éléments sont transparents. On voit les chiffres sur la plateforme, on n'a pas de surprise. Donc, on sait où on met les pieds, on sait ce qui nous attend. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est à soulever quand même, qui est très important, parce que ça peut faire tiquer certaines personnes, c'est pour ça que j'en parle, ça a fait tiquer certaines personnes autour de moi, c'est que en fait, on va céder notre créance. C'est plus nous qui allons encaisser notre crédit d'impôt recherche, c'est Neftis qui va l'encaisser. Et ça fait peur. Certaines personnes disent « Oh oui, mais machin ». Mais en fait, c'est le modèle qui veut ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et surtout, il faut bien dire une chose, c'est qu'en effet, c'est pas Nicolas, il va pas garder le CIR dans sa poche. Ils vont l'encaisser et alors j'ai plus les délais en tête, mais je crois que c'est 2 jours après, j'avais ça sur mon compte ou 3 jours après. Donc on essaie d'être le plus réactif possible, ouais. effectivement. C'est ça et avec évidemment les déductions qui allaient bien derrière, mais ça se fait très très vite. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important. C'est l'objectif. Alors l'intérêt quand même de faire de financer le CIR en germe, finalement, ça va être d'essayer d'améliorer autant que faire se peut le ratio de trésorerie et surtout de s'assurer de conserver autant que faire se peut un solde de trésorerie positif permettant finalement de se faciliter la vie, on va dire, dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Donc là, on a essayé de schématiser l'impact d'un préfacir sur le solde de trésorerie d'une entreprise et notamment de celle qui a servi de base à la simulation précédente sur un CIR en germe. Bien sûr, il y a un certain nombre de dépenses qui sont engagées pendant la période, mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir, on va dire, juguler un petit peu ces flux de trésorerie négatifs par un apport régulier grâce au préfacir qui va permettre de garantir un solde positif. En tout cas, c'est ce qu'on vise à faire et ce pourquoi on vous accompagne le plus possible. Je ne sais pas si Xavier, vous aviez éventuellement des compléments à apporter sur ce… Non, rien à rajouter.
On en a déjà beaucoup parlé. Finalement, quel est l'intérêt du préficeur? On a déjà discuté un peu de tout ça, mais l'objectif peut être multiple en fonction de la situation de votre entreprise. Améliorer votre trésorerie. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez une levée de fonds en cours et que pour améliorer la valorisation de votre entreprise, vous avez besoin éventuellement de gagner 2-3 mois sur par ailleurs un autre projet commercial ou de recherche ou de développement clinique, par exemple, je pense au cas des sociétés de biotechnologie. Éventuellement, parce qu'aussi, vous avez un blocage du remboursement au niveau du trésor public. Je pense que c'est malheureusement encore beaucoup trop fréquent aujourd'hui. Vous souhaitez probablement accélérer vos investissements de R&D ou éventuellement peut-être lancer un nouveau projet de recherche et développement qui lui-même va avoir besoin d'un certain nombre d'investissements au départ. Et puis surtout, vous voulez suivre votre dossier au fil de l'eau et fiabiliser les cash flows prévisionnels, ce qui finalement sera de nature à améliorer l'état de l'entreprise et puis rassurer, je pense, un certain nombre de dirigeants. En tout cas, c'est les principaux objectifs que l'on vise et que l'on souhaite vous aider à atteindre. Effectivement, merci Nicolas. L'objectif, c'est vraiment de transformer le CIR, qui est un outil d'incitation à la R&D, en outil de pilotage et de financement en quasi temps réel de cette R&D et de pouvoir soulager les entreprises du risque d'avoir une trésorerie négative. Je vous remercie à tous. Si vous avez des remarques complémentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions que vous souhaitez encore poser également, n'hésitez pas, c'est le moment. On passe tout de suite aux questions-réponses. Avant de clore, on est tout juste dans les délais, donc on a 1 minute avant de dépasser. N'hésitez pas, on est sur le fil des questions. Mais je crois qu'il n'y en a pas. À ce moment-là, on va clore la boutique. Je remercie. Au fil de l'eau, donc auquel on a pu répondre. Normalement, c'est bon. On va vous envoyer évidemment un mail avec le lien pour le replay et comme ça vous pourrez re-regarder si vous souhaitez les réponses éclairées de messieurs Milin, Makowski et Huguet. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain événement. Merci. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.